Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Le ministre de la Santé a inauguré aujourd'hui un nouvel espace dédié à la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Dans l'actualité internationale, l'ONU a rejeté un plan d'aide proposé par les États-Unis et Israël. C'était les titres, place au développement de ce journal et nous allons à la Mecque en ce début de journal où les pèlerins djiboutiens sont arrivés. Ils ont été chaleureusement accueillis dans la ville sainte par les fidèles, mais aussi la délégation officielle du Hajj mandatée par le ministère des Affaires musulmanes et de Bienwaqf. Cette délégation, dirigée par des responsables religieux et administratifs, a pour mission d'assurer un accompagnement logistique, sanitaire, spirituel des pèlerins tout au long de leur séjour en Arabie Saoudite. Elle veille également à la bonne organisation des différents rites et au respect du programme officiel du pèlerinage. Selon les autorités religieuses djiboutiennes, ce deuxième groupe est composé de 349 pèlerins venus de différentes régions du pays. Leur arrivée marque également une étape importante dans le déroulement de la saison du Hajj 1446 correspondant à cette année 2025. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لك لا شريك لك لبيك. Et sans tarder, les pèlerins arrivés se sont dirigés vers la Mecque pour pratiquer la Umrah, rite marquant leur entrée dans la ville sainte. Les circuits autour de la Kaaba, appelés Tawaf, les allers-retours entre Safa et Marwa ont été réalisés dans le recueillement et l'émotion. Nous vous proposons de regarder les images tournées par notre équipe spéciale sur place. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Je vous le disais dans le titre, cette inauguration de l'espace Amis des Jeunes a été inaugurée aujourd'hui par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdilé, et qui a procédé à l'inauguration de cet espace Amis des Jeunes au sein du centre Younis Toussaint. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Aïcha Ibrahim, chef du bureau de l'UNFPA à Djibouti, marquant une étape importante dans le renforcement de l'accès des jeunes à des services de santé sexuelle et reproductive adaptés. Fruit d'un partenariat étroit avec le Fonds des Nations Unies pour la population, ce nouvel espace constitue un cadre sûr, confidentiel et accessible, spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des adolescents et aux jeunes, notamment en matière de prévention, de prise en charge des infections sexuellement transmissibles, des mutilations également génitales féminines, les MGF, les violences basées sur le genre.
Ce centre propose également des services gratuits incluant la sensibilisation à la santé reproductive, le dépistage, la prise en charge médicale, un accompagnement psychologique adapté, des activités également de prévention communautaire animées par les pères éducateurs et relais communautaires qui ont été formés à cet effet. Journée inaugurale, eh bien, nous vous proposons de suivre ces quelques réactions. Aujourd'hui, on a eu l'ouverture d'un espace ami aux jeunes, d'où notre ministre, Dr Ahmed Rabli Abdili, a pu ouvrir notre espace ami aux jeunes dans notre centre Younous Toussaint. Cet espace est dédié pour l'accueil de tous les jeunes, de toute la population jeune, afin de sensibiliser. Donc voilà, l'espace ami aux jeunes est dédié pour la jeunesse afin de répondre à tous leurs besoins, quels que soient les consultations médicales, les violences basées sur le genre, la santé sexuelle reproductive, y compris cet espace-là. Il y aura une sage-femme qui sera là, disponible pour répondre à tous les problèmes de la planification familiale, des CPN, de toutes les filles vulnérables et toute la population jeune. Également dans l'actualité, la Commission de finances de l'économie générale et du plan a procédé aujourd'hui à l'examen du projet de loi numéro 169 de l'année 2025, 9e législature, relatif à l'approbation des comptes financiers de l'énergie pour l'exercice de l'année 2023. Et ce, sous la présidence de l'honorable député Charmake Moussa Aré. La séance s'est tenue en présence du ministre Ali Hassan Badon, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, accompagné du directeur général du ministère de l'Énergie et de ses principaux collaborateurs. Suite aux échanges, la commission a émis un avis favorable à l'approbation de comptes financiers de l'énergie pour l'exercice de l'année 2023 et transmis à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. On reste toujours à l'Assemblée nationale où sous la présidence de l'honorable Keltoum Farah Saïd, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains de l'Assemblée nationale s'est réunie en séance de travail. Cette séance de travail avait pour objet l'examen du projet de loi numéro 168 de l'année 2025, 9e législature, portant modification partielle de l'article 113 du Code du travail. Le gouvernement était représenté par M. Omar Saïd, Abdi Saïd, ministre du Travail, chargé de la formalisation de la protection sociale, du directeur général adjoint de la CNSS, ainsi que du cadre technique. À l'issue des échanges, les membres de la commission ont procédé à une analyse approfondie pour l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Le ministère de l'économie des finances en charge de l'industrie, la direction générale en charge des partenariats publics-privés ont organisé au Sheraton aujourd'hui avec le groupe de l'AFD Expertise France une cérémonie de présentation des études de préfaisabilité de deux projets structurants devant être mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé. La cérémonie s'est tenue en présence de nombreuses personnalités. Ont été à l'ordre du jour les projets de loi présentés qui sont la création d'un centre d'excellence de formation professionnelle en hôtellerie, tourisme destiné à renforcer les capacités nationales en formant une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins croissants du secteur touristique et la mise en place également d'un cadre central de concassage et de bitumage visant à améliorer l'approvisionnement en matériaux de construction pour les travaux d'infrastructure tout en réduisant le coût et les délais de réalisation.
Objectif étant également de partager les conclusions des études menées en amont, d'évaluer la viabilité des projets et d'initier un dialogue constructif en vue de leur mise en œuvre future. Les 2 projets ont été identifiés comme étant prioritaires. Dans le développement des PPP à Djibouti. Ils sont l'aboutissement d'un travail qui clôt une première phase d'assistance technique menée dans le cadre donc, de la facilité PPP du groupe AFD. L'appui PPP a donc porté à travers cette facilité sur 3 volets. Premier volet, la constitution et l'analyse d'un pipeline de projets PPP. Le deuxième volet, c'est l'élaboration d'outils méthodologiques standardisés de planification, c'est-à-dire d'identification, de sélection et de priorisation des projets. Et le troisième volet, c'est le renforcement des capacités des acteurs institutionnels du cadre PPP. Ce processus a donc permis de former des acteurs nationaux, de poser les bases d'une dynamique PPP structurée et durable. Elle est importante pour nous parce que même si l'intervention du groupe AFD sur les PPP est assez récente, elle s'inscrit très clairement dans la stratégie globale du groupe ici à Djibouti. Que ce soit sur la réforme des finances publiques, que ce soit sur la rationalisation des dépenses publiques, sur l'emploi, la formation, l'insertion, la jeunesse. Ça, ce sont des ingrédients clés dans la vision Djibouti 2035 qui nous est donnée par son Excellence le Président de la République. Et on voit que le PPP s'inscrit en transverse sur tous ces sujets potentiellement en fonction du secteur d'activité qu'on va choisir. Suivant cette fois les 2 interventions respectives de la directrice en charge du partenariat public-privé, les PPP, et du directeur général du CRC. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous souhaite la bienvenue à notre cérémonie de présentation de 2 études de préfaisabilité dans le cadre des projets en mode PPP que nous avons eu l'honneur de réaliser avec les institutions publiques que sont le MENFOP, l'Agence nationale du tourisme et l'Agence des routes, avec l'appui technique financier du groupe AFD Expertise France. Ce moment aujourd'hui marque une importante date dans notre démarche de structuration des projets innovants, durables, structurants, à travers le schéma de partenariat public-privé. Les études que nous avons réalisées et que nous présenterons aujourd'hui concernent 2 secteurs clés pour notre développement et c'est également un premier exercice de ce type que nous réalisons depuis que la stratégie de développement des partenariats publics-privés a été adoptée en 2017 ainsi que la loi portant relative au partenariat public-privé de 2017 également. Et je me réjouis d'être ici pour participer à la restitution de travaux des études préfaisabilité du projet PPP parce que le Centre des ressources et compétences opère déjà dans un modèle PPP. Voilà. Alors, le Centre des ressources et compétences s'inscrit dans le cadre du projet Transform, beaucoup d'entre vous le connaissent, financé par l'Union européenne où le fonds a été confié à l'AFD. La gouvernance qui a été décidée pour opérer ces centres sectoriels de formation professionnelle était dans le cadre d'un projet PPP. Il a été confié à une association qui rassemble dans son membre 12 membres issus de 2 sphères, 6 du secteur public et 6 du secteur privé. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, et le ministère du Budget, et le ministère du Transport, le ministère du Travail. Et de l'autre côté, nous avons les ports de Djibouti, les différents ports de Djibouti, les associations de transporteurs routiers, les associations de transporteurs et de transit, qui sont membres et qui siègent au conseil d'administration. Suivant cette fois les 2 interventions, celle du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle que nous donc retrouverons dans nos prochaines éditions. Autre intervention, c'est celle du secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances qui s'est exprimé en ces termes. Eh bien, ces interventions, nous allons également les retrouver dans nos prochaines éditions. La Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a effectué en ce lundi 19 mai une visite de supervision au centre de rétention administrative de Nagat. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi régulier des conditions de rétention ainsi que des opérations de refoulement de migrants en situation irrégulière.
conduite par le président de la CNDH, Ali Soubani Ateye. La délégation a pu visiter les différentes installations du centre et s'est entretenue également avec les responsables administratifs, sécuritaires, ainsi que plusieurs personnes migrantes retenues. La mission avait pour objectif d'évaluer le respect des droits fondamentaux des personnes migrantes, notamment en ce qui concerne les conditions de rétention, l'accès aux soins, à l'information juridique, ainsi que la conformité aux procédures de refoulement. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du président de la CNDH. Nous sommes venus ici au centre de rétention administrative des Nagad pour voir les conditions de travail de la police nationale et s'enquérir de la santé, des conditions de rétention, surtout pour les enfants et les catégories vulnérables telles que les femmes enceintes. Et parallèlement, nous avons rencontré les migrants, nous avons posé des questions, nous avons vu nous-mêmes les conditions de détention, que ce soit au niveau des sanitaires, au niveau des repas, au niveau de l'eau. Il n'y a aucun blessé à déplorer et il y a une petite infirmerie aussi qui est disponible. Donc je pense qu'au regard de tout notre contrôle, les conditions sont dignes et il n'y a pas à déplorer des violations des droits humains. La dignité est respectée. Nous allons cette fois à Sotchi en Russie qui a accueilli du 10 au 17 de ce mois la prestigieuse Olympiade internationale de biologie. Mohamed. Djibouti a marqué l'histoire scientifique et éducative en décrochant une médaille d'or lors de sa toute première participation à l'Olympiade internationale de biologie tenue du 10 au 17 mai 2025 en Russie. Cette performance exceptionnelle réalisée par 3 élèves de l'école de l'excellence témoigne du potentiel remarquable de jeunes djiboutiens sur la scène internationale. Hassan Mohamed Saïd, Maïdoub Ilyas Mahmoud et Mohamed Elayi Abdullahi ont brillé dans cette prestigieuse compétition. L'équipe a remporté la médaille d'or pour la conception du meilleur projet botanique, une distinction qui met en lumière l'ingéniosité et les savoir-faire des participants. Par ailleurs, Maïdoub Ilyas a décroché une médaille de bronze dans les épreuves théoriques et pratiques en biologie animale, végétale et biochimie en renforçant encore davantage le prestige de cette participation. De retour à Djibouti, les 3 lauréats ont été accueillis en héros par leurs camarades enseignants et les autorités éducatives. Une cérémonie chaleureuse et festive s'est tenue pour célébrer la réussite, symbole de détermination et d'excellence. Ces jeunes représentent l'avenir de Djibouti et montrent avec des efforts conjoints et tout est possible, a déclaré un responsable éducatif présent lors de l'accueil. Cette réussite inspire déjà une nouvelle génération d'élèves et confirme l'engagement du pays envers l'éducation et la science. Djibouti est fier de ses ambassadeurs exceptionnels et continuera à investir dans le développement des talents pour rayonner sur la scène internationale. On reste toujours en ce qui concerne ce sujet. Eh bien, les lauréats des Olympiades de Sotchi ont été accueillis en héros. Mais Mohamed, toujours. La ville de Sotchi en Russie a accueilli la prestigieuse Olympiade internationale de biologie, un événement scientifique de haut niveau qui a réuni 75 talents venus de 15 pays à travers le monde. La République de Djibouti, brillamment représentée par 3 élèves de l'école d'excellence, ont remporté haut le couleur nationale et ont remporté le médaille d'or pour la première participation. Organisée par le Centre Surus en partenariat avec de grandes institutions scientifiques et industrielles de renommée, cette Olympiade avait pour objectif de plonger les élèves dans le défi contemporain de la biologie et de la biotechnologie et s'est articulée autour de 3 épreuves exigeantes. Une épreuve théorique individuelle avec 60 questions complexes couvrant l'ensemble des branches de la biologie sur une durée de 4 heures. Une épreuve pratique en laboratoire répartie en des sessions de 2 heures chacune, mobilisant des équipements modernes pour tester la précision expérimentale des participants et enfin un projet de recherche en équipe centré sur une problématique réelle où innovation et coopération étaient le maître mot. Les 3 élèves djiboutiens ont su faire preuve de rigueur scientifique et de créativité et d'un travail d'équipe exemplaire, leur permettant de décrocher la médaille d'or parmi les meilleures délégations du monde. Cette victoire est le fruit de l'engagement collectif, celui des élèves, de leurs encadreurs et de leurs enseignants et témoin du potentiel scientifique des jeunes djiboutiens, de la qualité croissante du système éducatif ainsi que du rôle central de l'école d'excellence. Aujourd'hui, la photo que
qui a été prise montre l'exemple que Djibouti n'est pas un pays qui ne peut pas gagner des trophées. Aujourd'hui, on a participé à un concours international de biologie en Russie, même si l'épreuve était compliquée et que l'endroit de l'examen était loin. On a quand même continué, on a fait des efforts et nos efforts ont payé et voilà, on a remporté des médailles d'or. Un travail, un groupe acharné qui a payé et voilà, merci. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé au collège de Fukuzawa un atelier destiné à lutter contre les mutilations génitales féminines. Ces séances de sensibilisation avaient pour objectif d'éliminer toute forme de violence, rappelant que le MGF nuise à l'intégrité du corps de la femme à travers ces activités de sensibilisation. Ces femmes reçoivent un accompagnement psychologique, mais aussi ils apprennent à ces élèves à mieux détecter ce genre de violence, mais aussi à changer les mentalités qui ont été donc mise en place par certaines personnes, eh bien, à travers ces ateliers de sensibilisation qui permettront notamment à ces jeunes générations de pouvoir lutter eux aussi contre ces mutilations génitales féminines. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, l'ONU rejette le plan d'aide proposé par les États-Unis et Israël. Le sous-secrétaire général des Nations Unies a appelé à un accès rapide, sûr, sans entrave aux civils affamés de Gaza. Le responsable des affaires humanitaires de l'ONU rejette dans le même temps les propositions alternatives des États-Unis et d'Israël. L'ambassadeur des États-Unis en Israël a récemment annoncé un plan d'aide alternatif conçu pour desservir environ 1,2 million de personnes, soit environ 60% de la population de Gaza. Les Nations Unies se sont fermement opposées à cette nouvelle fondation humanitaire de Gaza surveillée par l'armée israélienne, invoquant ainsi les préoccupations quant à l'impartialité, sa neutralité, son indépendance. Plus tôt dans la semaine, la chaîne NBC a indiqué que l'administration Trump cherchait à déplacer de manière permanente plus d'1 million de Palestiniens de la bande de Gaza vers la Libye. C'est ce qui a donc été ressorti de la chaîne NBC, informant que certaines personnes, selon l'administration Trump, seront dirigées vers la Libye. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.